Alors, mes chers collègues, donc nous allons examiner cette proposition de loi qui vise à mieux lutter contre la fraude à l'identité dans le cadre des mineurs non accompagnés. Pour le groupe UDI, Madame Agnès Thiel en est la rapporteure. Et donc, je vous cède, Madame la rapporteure, la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, je suis très heureuse d'être devant vous pour vous présenter une proposition de loi visant à lutter contre la fraude à l'identité pour mieux protéger les mineurs non accompagnés. Ce titre, vous l'aurez noté, n'est pas exactement celui de ma proposition de loi. En effet, elle vise à mieux distinguer les mineurs non accompagnés des majeurs qui prétendent l'être et qui souhaitent bénéficier des protections de l'aide sociale à l'enfance ou du Code de la justice pénale des mineurs. C'est cette confusion entre majeurs et mineurs qui porte atteinte à notre capacité à bien prendre en charge ces enfants dont nous avons la responsabilité. En matière civile, 60% des mineurs non accompagnés sont en réalité des majeurs. Ce chiffre, établi par un rapport du Sénat en 2017, met en péril tout le système de la protection de l'enfance dont nos départements ont la charge, ce qui représente pour eux un surcoût d'autant plus difficile à estimer qu'il est considérable. Ils nous demandent de l'aide et nous ne pouvons pas faire comme si ce problème n'existait pas. À cause de cette situation, des mineurs dorment dans des chambres d'hôtel ou des studios, tandis que d'autres côtoient des majeurs bien plus âgés qu'eux. Le contexte n'est guère différent au pénal. Selon le récent rapport de l'Assemblée nationale, certaines expérimentations, par exemple à Paris, ont montré un taux de majeurs parmi les MNA dépassant les 90%. Ces faux mineurs détournent les protections légitimes accordées aux enfants délinquants. Il est important, comme nous l'avions fait la semaine dernière, de distinguer deux catégories de MNA, mineurs non accompagnés. Ceux pris en charge au titre de la protection de l'enfance qui ne posent pas de difficultés, ils sont souvent originaires d'Afrique subsaharienne et souhaitent travailler car ils ont été missionnés par leur famille. Ceux pris en charge au titre de l'enfance délinquante impliqués dans des réseaux souvent victimes d'addictions. Ils sont davantage originaires du Maghreb, ils refusent l'aide sociale à l'enfance et les magistrats sont souvent contraints de les placer en détention provisoire s'ils veulent pouvoir assurer une prise en charge, notamment sanitaire et scolaire, ce qui peut poser des difficultés quand le mineur a en réalité plus de 20 ans. Si nous voulons protéger nos mineurs et nous mettre au service de l'intérêt supérieur de l'enfant, nous devons recenser les dispositifs existants sur les enfants et mieux évaluer les jeunes qui se présentent comme des mineurs non accompagnés. Personne ne trouve cette situation satisfaisante et il est urgent d'agir. Ma proposition de loi va en ce sens. Elle ne résoudra sûrement pas toutes les difficultés que je viens de décrire, mais elle souhaite engager un effort en ce sens. Je proposerai de la compléter, notamment en m'inspirant du rapport de la mission d'information menée par nos collègues Jean-François Eliaou et Antoine Savignat sur les problématiques de sécurité liées à la présence des MNA en France. Au terme des auditions que j'ai menées, il m'a semblé en effet utile d'encourager le recours au fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, AEM, afin d'éviter qu'un même mineur déclare plusieurs identités dans différents départements ou à l'occasion de diverses interpellations. La plupart de nos voisins, y compris l'Allemagne, procèdent ainsi. Je voudrais également souligner qu'il est urgent d'accélérer la coopération internationale sur ce sujet. D'autres pays, pays d'origine ou pays de passage, disposent d'informations utiles pour identifier ces mineurs et mieux comprendre leur parcours. Il faut encourager nos magistrats à les interroger. J'en viens au contenu de la proposition de loi. Elle répond à une difficulté récurrente, le refus de certains jeunes d'effectuer les examens radiologiques, aussi appelés tests osseux, afin que leur majorité ne soit pas reconnue. Cette stratégie est bien connue des réseaux criminels qui les embrigadent et utilisent cette méthode pour les rassurer. Je souhaite donc que l'on puisse, en cas de refus, présumer que l'intéressé est majeur. Les tests osseux ont été inscrits et encadrés par le législateur à l'occasion de l'examen de la loi relative à la protection de l'enfant du 14 mars 2016. Pour rappel, en l'état du droit, 3 conditions sont requises pour procéder aux tests osseux. L'absence de documents d'identité valables, une décision de l'autorité judiciaire et le consentement éclairé de l'intéressé. Cet examen, qui s'opère à partir d'une radiographie des os, poignets ou clavicules ou des dents, intervient de manière subsidiaire lorsqu'un doute persiste au cours de l'évaluation d'un mineur étranger isolé, c'est-à-dire lorsque les autres informations recueillies ne parviennent pas à identifier la minorité.
D'autres garanties protègent le mineur faisant l'objet d'un test osseux. Les résultats doivent indiquer une marge d'erreur et le doute bénéficie à l'intéressé. Enfin, le résultat de l'examen ne peut suffire à déterminer la minorité. Mon texte reprend ces garanties, car en aucun cas un mineur ne doit être considéré comme un majeur. J'ai conscience des limites de la fiabilité des examens radiologiques. Il existe un consensus scientifique pour estimer que la marge d'erreur des tests osseux s'établit entre 12 et 24 mois. C'est à la fois peu et beaucoup, car cela signifie que toutes les personnes de plus de 20 ans pourraient être identifiées comme majeures. Pour ma part, je ne vois pas de difficulté à ce que certains très jeunes majeurs puissent intégrer un parcours de protection de l'enfance, à condition qu'ils en respectent aussi les obligations en matière d'éducation et de surveillance. Au-delà de 20 ans, en revanche, nous créons un écart d'âge trop important au sein des établissements, ce qui pose des difficultés pour les autres mineurs et pour les travailleurs sociaux. Je proposerai donc une rédaction globale de l'article 1er afin de rétablir la marge d'erreur fixée à 24 mois maximum et le fait que le test osseux ne peut permettre de définir à lui seul la majorité. C'est un examen actuellement réalisé à titre complémentaire et c'est bien ainsi que nous l'entendons. Par ailleurs, le référentiel utilisé et qui date de 1940 est ancien et établi à partir d'une population américaine, ce qui explique également cette petite marge d'erreur. Je proposerai donc une actualisation tous les 7 ans. Je connais également les critiques faites à ce dispositif en raison de sa potentielle inconstitutionnalité. La présomption de majorité n'est pas incompatible avec la Constitution, mais avec la loi telle qu'elle est actuellement et qu'il nous appartient de modifier. Surtout, il semble que la position du Conseil constitutionnel sur le sujet soit moins radicale que certains ne l'affirment. Le Conseil constitutionnel, par la décision de QPC de 2019, a admis le principe des tests osseux, sous réserve des garanties prévues par le législateur et que je viens de vous présenter. La proposition de loi les préserve et en précise un certain nombre, notamment concernant l'information du mineur et la qualité de l'examen effectué. Le Conseil indique également que le refus de procéder à l'examen ne saurait entraîner une présomption de majorité. Mais il faut se référer aux commentaires de la décision pour mesurer la portée de cette affirmation. Le Conseil constate que ce n'était pas l'intention du législateur en 2016. Il indique que ce rappel, je cite, vise à répondre à l'argumentation développée par certains intervenants selon laquelle il existerait des pratiques en sens contraire. En effet, un magistrat ayant des doutes sur l'âge d'un mineur en raison de son apparence physique et faisant face au refus de ce dernier de procéder au test pourrait être tenté de le déclarer majeur. Certains magistrats, y compris des juges des enfants, le font par manque d'éléments fiables, mais cette pratique est contraire à la loi. En tant que législateurs, nous pouvons donc renverser cette présomption dès lors que les protections persistent, notamment le fait que d'autres éléments peuvent venir compléter la décision et renverser cette présomption qui n'est en aucun cas irréfragable. Voici, chers collègues, la présentation que je voulais faire de cette proposition de loi et les amendements que j'ai déposés pour l'améliorer et qui répondront, j'imagine, à vos objections. La finalité de ce texte est bien de protéger les mineurs non accompagnés et j'espère que nous aurons un débat constructif sur ce sujet sur lequel nous sommes très attendus. Je vous remercie. Madame la rapporteure, je vous remercie. Donc, nous allons aborder la discussion générale. Pour commencer, Monsieur Jean-François Eliaou pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai eu l'honneur de vous présenter le rapport que nous avons rédigé donc en collaboration et en co-auteur, si je peux dire, avec mon collègue Antoine Savigna, sur les questions de délinquance de certains mineurs non accompagnés. Au cours de cette séance, nous avons évoqué avec mon collègue notamment la question de la difficulté d'identifier les jeunes de manière certaine par les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, comme par les services de police et de justice. Les vrais mineurs doivent en effet être protégés au titre de l'aide sociale à l'enfance et pris en charge par des juridictions spécialisées. Mais il arrive que des jeunes majeurs se fassent également passer pour des mineurs afin de profiter de ces dispositifs avantageux. Je vous propose, mes chers collègues, de me concentrer sur le texte de la proposition de loi de notre collègue Agnès Thill.
La procédure d'évaluation de la minorité et de l'isolement a ainsi fait l'objet de beaucoup de discussions et de débats tout au long de nos travaux. Ces modalités précisées par décret reposent sur un faisceau d'indices qui peut inclure une évaluation sociale, ainsi que les informations que le président du conseil départemental peut demander au préfet. C'est dans ce cadre qu'il peut, depuis 2019, consulter le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, dit fichier AEM, mis en place par la loi Asile-Immigration en 2018. Cette évaluation repose aussi, en dernier recours, sur la réalisation d'examens complémentaires qui sont prévus à l'article 388 du Code civil, à savoir un examen radiologique osseux dont la fiabilité est régulièrement remise en cause en raison d'une marge d'erreur importante de plus ou moins 18 mois, ce qui est considérable pour un test diagnostique, j'insiste là-dessus, et qui n'a pas été conçu pour cela. J'insiste également sur ce deuxième point. Nous nous sommes finalement refusés, avec mon collègue Antoine Savignat, à recommander la généralisation des tests osseux et la piste de l'inversion de la présomption de minorité n'a pas été retenue non plus, et c'est l'objet de cette proposition de loi présentée par notre collègue Agnès Thill. Cette présomption bénéficie aujourd'hui à chaque individu se revendiquant mineur. Son renversement aurait consisté à exiger la production de documents d'identité afin de justifier de la minorité de l'individu, faute de quoi il aurait été considéré et traité comme majeur, c'est-à-dire susceptible d'être envoyé en centre de rétention et éventuellement jugé comme un majeur. Une telle disposition, qui a profondément divisé les personnes que nous avons auditionnées, pourrait encourir la censure du Conseil constitutionnel, et nous n'avons pas donc souhaité en faire une recommandation lors du rapport de notre mission d'information. Plusieurs pistes me semblent plus efficaces et réalisables afin d'améliorer concrètement l'évaluation de la minorité. Très rapidement, d'une part, le fichier AEM gagnerait à être généralisé à l'ensemble des départements. D'autre part, une marge d'amélioration pourrait également être trouvée en favorisant le relevé d'empreintes digitales, soit les rendre obligatoires, soit renforcer les sanctions pouvant être prononcées en cas de refus de l'individu de se soumettre à ce relevé. Enfin, le renforcement, sans détailler, le renforcement de la coopération internationale doit être également favorisé à l'établissement de l'état civil de ces mineurs. Le texte présenté par Madame la rapporteure s'inscrit exclusivement dans une logique d'inversion de la présomption de minorité, alors qu'il existe d'autres pistes ne remettant pas en cause les grands principes de protection des mineurs auxquels notre groupe, et peut-être au-delà de notre groupe d'ailleurs, demeure attaché. Cette proposition de loi indique à plusieurs occasions les conditions suivant lesquelles l'individu est présumé majeur, mais semble également se contredire, et je vais rentrer dans les détails. L'alinéa 2 de la proposition de loi affirme que le refus de l'examen entraîne une présomption de majorité, ce qui me paraît inacceptable. Plus loin, l'alinéa 5 insiste à nouveau sur l'information à donner à l'intéressé concernant la présomption de majorité. Mais, à l'alinéa 4, il est tout de même fait mention du consentement, bien que celui-ci soit contraint par l'ensemble du texte qui nous est proposé. Ces dispositifs que l'on peut juger coercitifs me semble contraire à la fois à notre philosophie de protection de l'enfance et au minimum de respect de la vie privée accordé à tout individu, surtout s'il est possible qu'il soit mineur. La proposition de suppression du troisième alinéa... Merci de conclure. Oui, je termine. La proposition de suppression du troisième alinéa de l'article 388 du Code civil pose également ce problème de changement de philosophie sur le fond, mais aussi celui de la fiabilité des tests. Cet alinéa doit être absolument préservé, car il mentionne la marge d'erreur des examens osseux, qui est importante pour les individus de l'âge proche de 18 ans, et surtout le fait que les résultats de ces examens ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. En effet, je tiens à rappeler qu'en amont de la pratique du test osseux, il existe également des enquêtes sociales sur lesquelles je ne reviens pas. De plus, et je termine, en termes d'effectivité, la proposition de loi est silencieuse quant à la prise en charge des individus
en amont de la réalisation d'un diagnostic et pendant la durée de l'évaluation de la minorité ou de la majorité qui peut prendre plusieurs semaines. Merci beaucoup, mon cher collègue. Merci. Monsieur Savigna. Il veut pas lâcher la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Chers collègues, du coup, je vais être plus bref, puisque, comme vous l'a rappelé notre collègue Jean-François Eliaou, nous avons très récemment déposé un rapport rédigé conjointement sur ce sujet. Et si, comme vous l'avez rappelé dans votre rapport, et comme vient de le rappeler notre collègue Eliaou, le sujet est particulièrement important et particulièrement prégnant dans la manière d'aborder la situation des mineurs non accompagnés sur le territoire national. Il est pour nous délicat aujourd'hui de dire que on n'est pas d'accord avec votre texte alors que le problème est particulièrement important. C'est l'une des cibles et l'un des points relevés à chacune des auditions que nous avons pu être amenés à faire, à savoir la détermination de la minorité, mais également peut-être, et il eût été, à mon sens, préférable de l'aborder comme ça, la détermination de l'identité de la personne que l'on a devant soi, puisque l'âge n'est qu'un des éléments constitutifs de l'identité. Le plus gros des problèmes rencontrés par l'ensemble des professionnels est en fait la question d'avoir l'identité. C'est quelque chose, je pense, comme cela vient d'être rappelé par Jean-François Eliaou, qu'il faut aborder sous forme de cercle concentrique. D'abord, aller chercher les pays de provenance et les raisons de départ de ces personnes de leur pays, puis le parcours migratoire qui est le leur. Et au fil de nos auditions, nous nous sommes aperçus que, par exemple, l'immense majorité d'entre eux avaient des papiers d'identité lorsqu'ils étaient en Espagne et n'en avaient plus lorsqu'ils arrivaient en France. Il y a donc probablement un questionnement, et certainement un questionnement à avoir sur le fonctionnement de nos institutions et de notre système pour comprendre la raison pour laquelle, en passant les Pyrénées, bien souvent, les papiers disparaissent. Et puis ensuite, il y a deux sortes de mineurs non accompagnés. Il y a ceux qui sont immédiatement ou qui vont immédiatement à la rencontre de l'aide sociale à l'enfance et qui sont demandeurs d'accompagnement, et il y a ceux qui, au contraire, cherchent à passer sous les radars et sont régulièrement appréhendés par les forces de l'ordre et déférés devant la justice. Et pour cela, particulièrement pour cela, votre proposition va poser un énorme problème, parce qu'à partir du moment où vous les présumerez majeurs, vous les renverrez devant le tribunal correctionnel qui, en absence d'identité établie et d'âge établi, ne pourra que se déclarer incompétent, et nous nous retrouverons dans un système de ping-pong entre le tribunal pour enfants et les juridictions correctionnelles qui ne seront pas en capacité de régler les litiges et de prononcer des décisions, puisqu'il y aura en tout de l'effectivité ou pas de la minorité ou de la majorité de la personne qui leur est déférée. Et puis il y a, comme le rappelait Jean-François, quand même ce problème constitutionnel et surtout cette inversion de la charge de la preuve, puisque la Convention internationale des droits de l'enfant dit qu'on doit la protection à ces enfants mineurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur âge, à partir du moment où ils sont mineurs. S'ils se déclarent mineurs, il appartiendra aux institutions, et c'est le régime de charge de la preuve qui fonctionne en France, en tout cas, il appartiendra aux institutions de démontrer le contraire. Or, comment le démontrer par une simple présomption? Tout cela nous paraît extrêmement difficile et incompatible, en tout cas, avec les règles et les principes fondamentaux qui régissent aujourd'hui le fonctionnement judiciaire et juridique dans notre pays. Et puis, avec également cette incertitude, comme le soulignait Jean-François Eliaou, sur le test osseux que vous voulez imposer et que nombre de professionnels reconnaissent à l'unisson qu'il n'est pas fiable et qu'il ne correspond plus aujourd'hui, en tout cas, à la réalité de ce que peuvent être les mineurs qui se présentent sur le territoire national. Alors oui, le sujet est bon, oui, le sujet est important, oui, il faut que nous trouvions une solution. Nous ne désespérons pas, avec Jean-François Eliaou, que le rapport que nous avons amené trouvera écho assez rapidement et qu'on pourra peut-être parvenir à un texte proposant une solution plus globale pour permettre
de mettre un terme à ces situations parfaitement anormales, parce qu'on expose également les vrais mineurs à un danger en les hébergeant avec des mineurs, avec des 10 mineurs qui en fait se révèlent être majeurs. Et ça n'est pas normal, et ça nous ne pouvons pas l'accepter au jour d'aujourd'hui. Mais on ne va pas pouvoir faire autrement en l'état que de voter contre ce texte. Je vous remercie. Madame Élodie Jacquier-Laforge pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente. Je remplace mon collègue Philippe Latombe qui a donc préparé cette discussion générale. Donc, la question des mineurs non accompagnés soulève d'importants débats, notamment sur les modalités de détermination de la minorité. Ainsi, l'évaluation de leur âge repose généralement sur des faisceaux d'indices prévus par le législateur ou par décret qui ne font pas toujours l'objet de consensus. Au 31 décembre 2019, la France prenait en charge, via l'aide sociale à l'enfance, près de 40 000 mineurs non accompagnés, selon les chiffres de l'Assemblée des départements de France. Sur l'ensemble de l'année 2020, 40 000 personnes étrangères se présentant comme mineures devraient avoir sollicité le statut de MNA. Sur ces 40 000, la moitié environ devrait être intégrée au dispositif de l'ASE, soit directement par les services du département, soit par le juge après un recours introduit par les candidats recalés, ce qui fait un total environ de 20 000 personnes. Cette situation suscite des crispations, en particulier dans les départements qui supportent le coût de la prise en charge qui s'élève en moyenne à 50 000 € par mineur et par an. Le coût total pour la collectivité en 2019 s'élevait à 2 milliards d'euros, à la charge des départements qui reçoivent une compensation de l'État pour une partie de ces dépenses, contre 50 millions en 2012. Ce chiffre pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros en 2020, et si la dynamique actuelle perdure, 3 milliards d'euros en 2021. La proposition de loi que vous nous proposez, Madame la rapporteure, propose de remplacer la présomption de minorité qui prévaut dans notre droit positif par une présomption de majorité lorsque l'intéressé refuse de se soumettre à un examen médical d'évaluation de son âge. Le groupe démocrate n'est pas favorable à cette proposition de loi qui tend à créer un régime d'exception défavorable à l'intérêt supérieur de l'enfant et comporte notamment un risque d'inconstitutionnalité, comme ça a été mentionné par les deux précédents orateurs. Et c'est ce point que nous souhaitons développer plus avant pour expliquer notre position. L'inversion de la présomption de minorité que prévoit cette proposition de loi semble contraire à la Constitution. En effet, dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a expliqué que font partie des garanties attachées à la protection de l'enfance l'impossibilité de déduire la majorité d'une personne de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. Par conséquent, la présomption de majorité reviendrait à inverser la présomption du fait du refus de l'examen médical, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. De plus, un certain nombre de juridictions internationales posent le principe d'une présomption de minorité. Cette présomption de minorité est également consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des droits de l'enfant des Nations unies consacre de manière claire cette présomption de minorité dans ses décisions du 31 mai 2019 contre l'Espagne. Pour cette seule raison prise séparément, le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparentés est défavorable à cette proposition. Enfin, derrière le dispositif de cette proposition de loi se pose la question des modalités de détermination de la minorité des mineurs non accompagnés. Le recours notamment à des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge en l'absence de documents d'identité valables ne fait pas l'objet d'un consensus. Ça a d'ailleurs été rappelé précédemment. Et je voulais juste indiquer que la radio qui est pratiquée aujourd'hui fait référence aux années 30 à 40 auprès de 1000 jeunes Américains de l'époque. Donc effectivement, ça ne correspond plus du tout aux morphologies actuelles. Et la marge d'erreur a été mentionnée par M. Eliaou, entre plus et moins 18 mois. Donc on voit bien la fragilité de ce test. Donc pour toutes ces raisons, le groupe ne votera pas cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Pas d'intervenant pour le groupe socialiste. Pour le groupe Agir Ensemble, Madame Agnès Firmin-Lebaudot. Oui, merci Madame la Présidente.
Je représente aujourd'hui mon groupe en commission des lois car je suis particulièrement mobilisée sur les problématiques relatives aux mineurs non accompagnés. En tant que coprésidente du groupe d'études sur les mineurs non accompagnés avec ma collègue Elsa Faucillon, nous avons eu l'occasion de participer à de nombreuses auditions d'associations et d'acteurs de terrain. Je salue d'ailleurs le travail de mes collègues Eliaou et Savigna, tout en rappelant que les problématiques de sécurité liées à la présence des MNA sur le territoire sont générées par 10% d'entre eux. Les autres sont avant tout des enfants vulnérables. Sur ce sujet, nous devons aller au-delà des couleurs politiques. Aucun département français ne peut, en l'état actuel du phénomène, en assumer la charge, la situation financière des départements étant d'ores et déjà catastrophique. D'après l'Institut Montaigne, sur l'ensemble de l'année 2020, 40 000 personnes étrangères se présentaient comme mineures, devraient avoir sollicité le statut de MNA. Sur ces 40 000, la moitié environ devrait être intégrée au dispositif de l'ASE, soit directement par les services du département, soit par le juge après un recours introduit par les candidats recalés, ce qui fait un total de 20 000 personnes. Cette situation ne va pas sans crispation, en particulier dans les départements qui supportent le coût de prise en charge qui s'élève en moyenne à 50 000 € par mineur et par an. Une première question peut se poser alors quant à savoir s'il ne faudrait pas gérer ce phénomène et ce problème à l'échelle nationale, avec une enveloppe commune, là où les départements et l'ASE sont débordés et n'ont pas toujours les moyens de faire face à cette problématique. À la lecture des chiffres de 2019 fournis par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, que les mineurs non accompagnés présents en France viennent avant tout d'Afrique de l'Ouest et 3 pays en particulier, Guinée-Conakry, Mali et Côte d'Ivoire. Ils sont pour 10% d'entre eux originaires du Maghreb. Il existe un vrai sujet de délinquance puisque en 2019, les MNA maghrébins représentaient 75% des MNA déférés devant la justice. Les chiffres du tribunal judiciaire de Paris interpellent. 75% des mineurs déférés devant un tribunal depuis le déconfinement sont des mineurs non accompagnés. Une deuxième question se pose quant à la coopération diplomatique avec ces pays. Il faudrait renforcer les partenariats avec les autorités guinéennes, par exemple, sur le même modèle que ce qui a été fait avec les autorités marocaines en 2018. Une équipe marocaine composée de 7 policiers a été déployée à Paris pour identifier les mineurs de la Goutte d'Or. Elle a permis d'identifier 320 Marocains, dont 140 étaient majeurs. Concernant le dispositif que vous proposez par ce texte, Madame Thiel, je partage l'objectif recherché là où des individus connaissent très bien leur droit de ne pas accepter d'examen médical afin d'établir leur minorité. Il est insupportable de penser que certaines personnes utilisent ce statut très protecteur de la France, accorde légitimement, et il faut s'en honorer, aux mineurs pour se jouer du droit des étrangers, du droit d'asile et du droit pénal. Néanmoins, l'ensemble des avis et recommandations s'accordent sur le fait que les tests osseux, notamment, présentent autour de l'âge de 18 ans une marge d'erreur qui peut aller de 18, comme l'a évoqué M. Eliaou, même parfois jusqu'à 24 mois. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 21 mars 2019, a jugé conformes les alinéas 2 et 3 de l'article 388 du Code civil, mais que la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. Il est urgent d'agir, vous l'avez souligné, nous en sommes tous conscients, mais nous sommes aussi conscients que cette problématique doit être prise dans son ensemble et dans sa globalité, et que la mission menée par nos collègues Eliaou, les propositions que serait amené à faire le groupe d'études devraient nous amener à travailler sur un texte peut-être commun et global. Donc les sages de la rue Montpensier se sont montrés très clairs. C'est la raison pour laquelle cette proposition de loi nous semble vouée à l'inconstitutionnalité et qu'en conséquence, nous ne la voterons pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe UDI, M. Brindeau. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais remercier et saluer le travail approfondi qu'Agnès Thiel a opéré sur ce sujet des mineurs non accompagnés et, comme l'indique le titre de la proposition de loi, lutter contre la fraude à l'identité a pour objectif de mieux protéger les vrais mineurs non accompagnés. Je repars des chiffres qui ont été donnés par plusieurs collègues et qui mettent un certain nombre de départements dans notre pays dans d'importantes difficultés, non seulement financières, parce que la prise en charge porte sur leur budget et que les compensations de l'État, évidemment, ne sont absolument pas à la hauteur de la réalité de l'évolution de ces dépenses, mais surtout aussi en termes d'organisation des services de l'aide sociale à l'enfance. Et moi, je puis témoigner pour avoir rencontré des agents de ces services, les inquiétudes et parfois la peur
que ces agents ressentent lorsqu'ils se sentent submergés par un nombre de mineurs non accompagnés qu'ils doivent prendre en charge, pour lesquels ils doivent essayer de trouver des solutions d'hébergement, d'accompagnement, et que dans le même temps, ils se rendent bien compte que certains d'entre eux sont tout sauf des mineurs non accompagnés. Et je voudrais vraiment insister sur le rapport de nos collègues Eliaou et Savigna ont pointé cette question. En réalité, à quoi faisons-nous face lorsqu'on voit 40 000 nouveaux mineurs non accompagnés arriver en France en 2019 ? Nous faisons face à des organisations, à des systèmes d'immigration clandestine qui, contournant le droit de l'immigration européenne et française, utilisent malheureusement de jeunes personnes à des fins quelque part criminelles. Et même si beaucoup essaient de se sortir d'une situation économique, d'une situation sociale dans leur pays qui ne leur permet pas de s'épanouir et qu'ils pensent pouvoir trouver en France ou dans des pays d'Europe une situation économique plus favorable et qui permettent leur épanouissement, nous faisons face malgré tout à un système organisé, à un système frauduleux et à un système criminel dans un certain nombre de situations. C'est ça, et pas autre chose, que notre collègue Agnès Thill a voulu pointer comme extrême difficulté, et à travers sa proposition de loi, donner deux pistes, quelque part en forme d'appel au débat public, deux pistes de solutions qui revêtent un certain nombre d'inconvénients, comme ça a été rappelé, mais qui ont le mérite d'être claires et d'essayer de traiter vraiment la problématique de la fraude à l'identité. Ça me rappelle les travaux que j'ai moi-même menés sur la fraude à l'identité génératrice de fraude aux prestations et cotisations sociales. Si à un moment donné, vous n'essayez pas d'inverser la preuve, là, en l'occurrence de la minorité, eh bien, effectivement, vous laissez s'engouffrer un certain nombre de réseaux dans cette faille ou dans cette fragilité de notre droit français, tout en ne méconnaissant pas ce que doit être le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, bien sûr. Mais il nous faut absolument travailler sur cet arsenal législatif. C'est l'objet de la proposition qui a été portée par notre collègue Agnès Thill et que le groupe UDI soutiendra bien évidemment. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, Monsieur Jean-Félix Acquaviva. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. En instaurant une présomption de majorité pour tous les enfants qui refusent de se soumettre à ce test, et créer, on l'a dit, de fait une obligation de se soumettre au test. En effet, en cas de refus, les enfants isolés ne pourront pas bénéficier de la prise en charge auprès de l'aide sociale à l'enfance en France. Or, ces tests, cela a déjà été dit, auxquels seraient soumis les enfants, sont peu fiables et peu efficaces. Une étude menée au CHRU de Marseille chez 1423 garçons et 1191 filles âgées de 1 à 21 ans en 2017 a mis en évidence que pour un individu donné, les résultats du test osseux sont fiables de 6 mois à 1 an près entre 0 et 10 ans et d'1 à 2 ans près au-delà de 10 ans. La plus importante variabilité est observée entre 16 et 18 ans. Or, cet âge est le plus fréquent chez les migrants mineurs. Ainsi, on compte plusieurs cas où des personnes réellement mineures ont été chassées de l'aide sociale à l'enfance car elles ont été considérées comme majeures. En 2014, le journal Le Monde rapportait par exemple le cas d'une jeune fille congolaise de 16 ans victime d'un réseau de proxénètes. Isolée et sans contact à Paris, elle avait pu bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et se construire grâce à cela. Mais elle avait été chassée et s'est retrouvée à la rue à la suite d'un test osseux qui lui donnait 18 ans et qui s'était finalement avéré erroné. Ces tests ont été dénoncés par le Défenseur des droits, l'Ordre des médecins, le Haut Conseil de la santé publique, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, le syndicat de la magistrature, la CIMAD, les Médecins du Monde, la Ligue de l'Homme, etc. La détermination d'un âge physiologique sur le seul cliché radiologique est à proscrire, a notamment souligné le Haut Conseil de la santé publique dans un avis de 2014. La problématique des mineurs étrangers non accompagnés est une véritable problématique avant tout humaine. Environ 40 000 personnes seraient concernées sur le territoire français. Elle rejoint la problématique de l'accueil des migrants dans notre pays.
Si certains majeurs isolés essayent de se faire passer pour mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance, c'est parce qu'ils risquent de vivre à la rue s'ils ne bénéficient pas de cet accompagnement. Le vrai problème est donc bien l'incapacité pour l'heure de l'État à construire une politique d'accueil des migrants respectueuse de la dignité humaine, des conventions internationales et européennes, mais également de la propre législation française qui peine à être appliquée pour cause de sous-dotation en moyens humains, financiers et matériels. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe Liberté et Territoire ne sera pas favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je crois que l'ensemble des groupes a pu s'exprimer. J'ai quelques inscriptions individuelles. Madame Laureau. Oui, merci bien. Je voudrais avant tout remercier notre collègue Agnès Steel pour son initiative. La problématique des mineurs non accompagnés fait partie intégrante de la question migratoire qui concerne la France au premier chef. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la fermeture des frontières et de la remigration, comme certains aimeraient le croire dans une vision caricaturale et contre-productive. Il s'agit simplement de participer à la rationalisation et l'amélioration de notre politique migratoire. On ne doit plus voir des jungles de Calais ou des camps insalubres porte de la Chapelle, c'est indigne. Mais on ne doit plus voir non plus des personnes étrangères qui bénéficient indûment d'un statut de mineur. On ne doit plus voir une violence dans l'espace public dont les mineurs non accompagnés, d'après la préfecture de Paris, sont responsables à 60%. L'auteur de l'attaque devant l'ancien siège de Charlie Hebdo est arrivé en France sous le statut de mineur isolé, alors qu'il avait en réalité 25 ans. C'est un fait qu'on ne peut pas ignorer, et croire qu'il serait un cas isolé relève de la naïveté et de l'aveuglement idéologique. 96% des migrants mineurs interpellés à Paris et dont l'identification a été possible se sont avérés être en réalité majeurs, d'après les chiffres produits par la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Cela nuit au système entier et surtout aux véritables mineurs non accompagnés qui se trouvent lésés par ces profiteurs. Il ne s'agit pas, contrairement à ce qui est affirmé de façon caricaturale, d'écarter les mineurs non accompagnés de la protection de l'aide sociale à l'enfance, mais au contraire de s'assurer que ceux qui sont réellement mineurs puissent en bénéficier pleinement sans que des fraudeurs ne viennent parasiter leur statut. Il y a une hypocrisie très forte sur ces questions en France. J'espère que nous pourrons avoir ici un débat rationnel. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Bagary. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi d'abord de m'indigner aussi de voir les propositions de loi qui nous sont faites par l'UDI aujourd'hui, un parti de centre, mais qui s'est mise qui fait le porte-voix, on va dire, d'une droite beaucoup plus dure, de thèses idéologiques simplistes, et qui tente, pour cette proposition de loi, à considérer l'étranger comme un profiteur uniquement, en méconnaissant visiblement la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la valeur constitutionnelle de l'exigence de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ma question sera quand même simple. Je voudrais savoir quel est le rapport entre le titre de votre texte qui dit protéger les mineurs non accompagnés aujourd'hui et le texte en lui-même qui poursuit clairement d'autres objectifs, non seulement de rendre quasi automatique et systématique les tests osseux dont on sait qu'ils ne sont pas fiables, et d'autre part qui introduit une notion de présomption de majorité, c'est-à-dire ne plus voir dans ces mineurs dans les enfants des mineurs à protéger, mais uniquement des étrangers à rejeter. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Emmanuelle Ménard. Merci Madame la Présidente. Il serait 40 000 mineurs non accompagnés sur notre territoire, alors qu'il n'était, selon les chiffres du gouvernement, que 4 à 6 000 en 2007. Alors, cette explosion du nombre de mineurs non accompagnés est confirmée par l'Assemblée des départements, qui constatait déjà qu'entre 2016 et 2017, le nombre de MNA pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance des départements avait augmenté de 74%. Concrètement, à eux seuls, ils représentent 15 à 20% des mineurs pris en charge par l'ASE. C'est considérable. Et cela devient presque choquant quand on sait que 60% d'entre eux seraient en réalité majeurs. Sachant que selon les dernières estimations, un mineur non accompagné coûte 50 000 € par an aux contribuables français. Autant dire que l'addition est salée. Alors pour résumer, ils sont de plus en plus nombreux, coûtent de plus en plus cher, et en plus pour un grand nombre d'entre eux, ils ne sont pas mineurs.
Les filières qui les utilisent sont de plus en plus organisées, et je me réfère à ça au rapport que viennent de publier nos collègues Savigna et Liaou, et qui explique, comme mon collègue Savigna vient de le rappeler, que mystérieusement, les papiers d'identité disparaissent en passant les Pyrénées, par exemple. Ce n'est pas tout. N'oublions pas que la violence, et quand ce n'est pas le radicalisme des mineurs non accompagnés, que ce soit dans nos rues ou dans nos prisons, est galopante. Encore une fois, le rapport de nos collègues Savigna et Liaou confirme cette tendance et précise que les MNA délinquants représentent environ 10% de l'ensemble des MNA. Et je regrette d'ailleurs à cette occasion qu'un amendement que j'avais déposé ait été déclaré irrecevable, un amendement qui prévoyait en effet que le mineur non accompagné en situation irrégulière et qui a commis une infraction fait l'objet d'une comparution immédiate, et lorsque sa nationalité est établie, il peut être expulsé du territoire national et confié à l'autorité administrative pour l'enfance compétente de son pays d'origine, car malheureusement, ces mineurs non accompagnés se singularisent le plus souvent par un refus de toute prise en charge. Alors face à cela, il y a deux options. Soit on fait l'autruche, comme ça a été le cas pendant de nombreuses années, au point que les forces de l'ordre, comme les magistrats, sont désormais complètement dépassés, ou alors on agit, et la proposition de loi de notre collègue Agnès Thiel rentre dans cette catégorie, et qui souhaite légaliser entre autres les examens médicaux intégrants, c'est-à-dire des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. Alors c'est vrai, vous allez me dire, ces tests ne sont pas fiables à 100%, personne ne le conteste, mais vous avouerez que le refus de s'y soumettre n'aide pas à considérer la bonne foi des mineurs non accompagnés. Alors autant dire qu'au regard des éléments que j'ai évoqués précédemment et l'urgence de la situation, je soutiendrai cette proposition de loi que j'ai d'ailleurs co-signée. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Ménard. S'il n'y a plus d'intervenants, Madame la rapporteure, en réponse. Merci Madame la Présidente. D'abord, je vous remercie tous et chacun pour l'intérêt que vous avez porté à ma proposition de loi. J'ai rédigé plusieurs amendements qui vont dans vos sens. J'ai réécrit l'article 1, rédigé à nouveau des amendements pour actualiser le référentiel dont vous parliez, parce qu'effectivement, le référentiel il date de 1940 sur 1000 personnes américaines, donc il est à réactualiser. Un autre amendement aussi sur une meilleure coopération internationale. Donc finalement, nous nous rejoignons sur beaucoup de points et je m'en réjouis. Pour répondre chacun individuellement, Monsieur Eliaou, vous parliez de la fiabilité effectivement des tests osseux jusqu'à 18 mois. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, j'allais dire j'acceptais jusqu'à 2 ans d'erreur et 24 mois. Et tant mieux, allons jusqu'à 20 ans. Mais au-delà, non. Donc, nous devons, à mon avis, accepter une vraie marge d'erreur, même de 2 ans. Par exemple, le cas dont vous parliez de la jeune fille de 16 ans, ça ne rentrerait plus puisqu'on accepte une vraie marge d'erreur de 2 ans. L'AEM qui doit être généralisée, je vous rejoins tout à fait, j'ai un amendement dans ce sens. J'allais dire, il y a déjà, mais des départements ne le remplissent pas, ne l'alimentent pas. Donc éventuellement, plutôt aller aussi dans ce sens. Monsieur Savigna, vous parliez aussi de l'identité et je vous rejoins. J'avais rédigé un amendement sur les empreintes et les photos qui a été rejeté, alors que dans nos pays voisins, les empreintes sont accessibles, dont l'Allemagne par exemple. Mais voilà qui favoriserait de déterminer l'identité. Je vous rejoins sur une meilleure coopération internationale et j'ai un amendement en ce sens sur les tests non fiables et sur le référentiel à réactualiser. Notre collègue du MoDem qui nous parlait du Conseil constitutionnel, effectivement, alors la présomption de majorité, il est clair il est clair qu'il est évident qu'un refus n'implique pas on est majeur. Ça, c'est évident. D'ailleurs, des jeunes de 15-16 ans peuvent refuser et ils ne sont pas majeurs. J'allais dire, ça se voit. Simplement, et ils veulent continuer à être considérés moins de 13 ans pour ne pas aller en garde à vue. Donc, ce n'est pas du tout là le souci. En revanche, l'interprétation qu'on peut en avoir, ce n'est pas anticonstitutionnel, ça ne va pas contre la Constitution du tout. Simplement, on ne veut pas que ce soit automatique et qu'un refus égale majorité. Non.
Ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas que ce soit automatique. Et si c'était automatique, ce serait contraire à la loi. Et la loi, précisément, c'est à nous qu'il appartient éventuellement de la modifier, de la changer un petit peu. Donc, ça n'est pas anticonstitutionnel. Et en revanche, évidemment, le doute bénéficie toujours et bénéficiera toujours à l'intéressé. Je vous rejoins, la collègue, d'agir pour une meilleure coopération internationale. On sait très bien qu'il y a des effets dévastateurs des réseaux, des traites d'êtres humains, de délinquance, d'addiction. On sait que c'est 5 000 à 9 000 euros quand on passe un majeur pour les passeurs et 15 000 quand on passe un mineur. Il y a toute une organisation qui est malsaine et qu'on connaît. Je rejoins aussi Liberté et Territoire, qui n'est plus là, mais clairement, la politique migratoire est une compétence de l'État. Et Claude Bartolone lui-même, qu'on ne peut pas taxer être de droite, lorsqu'il était président du Conseil général en 2011, a commencé en lançant, j'allais dire, les hostilités, en disant qu'il n'accueillerait plus de MIE à l'époque, mineurs isolés étrangers, en disant que ça relevait de la compétence de l'État. Effectivement, la politique migratoire est une compétence de l'État et pas des départements. Or, nos départements sont fortement amputés et nous avons été alertés par l'ensemble des départements. 1 milliard était consacré, aujourd'hui 1,6 milliard. Ils ont du mal et ils ne peuvent pas faire face à ces mineurs uniquement parce qu'il y a des vrais mineurs et des faux mineurs. Et je voudrais protéger les vrais mineurs qui, ont besoin d'être accompagnés, surveillés, protégés, éduqués, formés. Or, c'est même dangereux pour eux de les mettre dans des lieux mixtes avec des gens qui sont franchement pas mineurs, qui sont plutôt majeurs. C'est même dangereux pour eux. Rappelons que c'est 50 000 euros par an par individu pour les départements. C'est tout de même à noter. Et l'État, dans sa grande mensuétude, rembourse 4 500 euros, 75% de 6 000, et pour un an seulement. Donc, tout est à la charge du département, et c'est une politique de l'État. Voilà, donc au-delà de tout cela, je souhaite effectivement que nous discutions, car nous avons été alertés, vous l'avez été, c'est une vraie problématique. Vient évidemment le problème financier, le problème de faire côtoyer ensemble majeurs et mineurs, et puis tout simplement, j'allais dire, le bon sens où, j'en arrêterai là, simplement il est interdit de frauder. N'importe quel enseignant, éducateur, maîtresse d'école, parent, il est interdit de frauder. On ne fraude pas, on ne triche pas, on ne ment pas. Et donc, comment l'objet de cette PPL est comment résoudre ça, puisqu'on sait que 60% des MNA, j'allais dire, sont des tricheurs, des défauts fraudés. Et on ne peut pas frauder. Donc tout simplement, je suis ravie que le débat soit ouvert et que nous puissions amender pour améliorer cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Donc, nous allons aborder l'examen des articles et des amendements qui ont été déposés par les collègues. Donc, nous avons 3 amendements identiques. Donc, le premier, c'est le numéro 6, Madame Faucillon n'est pas là. Le numéro 9, Monsieur Bernali, 6 personnes. Madame Bagaré pour le 11. Oui, merci. Donc, c'est un amendement de suppression de l'article unique qui, pour l'occasion, je veux quand même rappeler la décision du Conseil constitutionnel à une QPC de mars 2019 qui rappelle les garanties entourant le recours aux examens osseux lorsqu'ils sont utilisés pour une aide à la détermination de l'âge. Premièrement, seule l'autorité judiciaire peut décider d'y recourir. Deuxièmement, l'autorité judiciaire doit s'assurer du caractère subsidiaire de l'examen. Troisièmement, une majorité ne peut être déduite du seul refus de s'y soumettre. Et quatrièmement, le doute doit toujours profiter à la qualité de mineur de l'intéressé, compte tenu de la marge d'erreur de ces examens. Donc l'article 1 que nous examinons contrevient à l'ensemble de ces garanties, et même en rendant les tests osseux, je le disais tout à l'heure, quasiment systématiques, sans même une décision judiciaire, en introduisant une notion de présomption de majorité, et j'aime dire, même si
tout porte à croire que l'enfant est mineur en cas de production de papiers qui seraient non certifiés conformes. Il porte donc atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant qui découle des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946. Merci. Je vous remercie. Alors, Madame la rapporteure, d'abord, votre avis sur cet amendement. Et en premier lieu, effectivement, je regrette un amendement de suppression puisque son adoption nous priverait d'un débat utile et riche concernant la problématique que nous rencontrons en France, même si nous avons des désaccords qu'il nous appartient effectivement d'en débattre. D'ailleurs, vous avez également proposé des rédactions globales de l'article qui me semblent plus intéressantes à discuter. Je vais tâcher de répondre aux différents points. Je suis d'accord, par exemple, pour dire que la fiabilité de ces tests doit être renforcée. C'est pourquoi je souhaite rétablir la marge d'erreur et l'encadrer à 24 mois, comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui est la fourchette selon laquelle les scientifiques disent le maximum d'erreurs. Je souhaite également actualiser les référentiels pour qu'ils soient adaptés aux mineurs que nous connaissons aujourd'hui. Vous évoquez l'intérêt supérieur de l'enfant. Il n'est pas question d'y porter atteinte. Nous voulons justement ne pas exposer les mineurs à des majeurs, précisément pour les protéger. Mon objectif est de protéger ces vrais mineurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accompagner les jeunes majeurs. Au contraire. Mais ce ne peut être dans les mêmes dispositifs. Enfin, on souligne également dans ces mots-là le risque d'inconstitutionnalité. J'ai répondu dans mes propos liminaires, mais je m'explique à nouveau. Le Conseil a autorisé les tests osseux sous réserve de garanties que la proposition de loi maintient. La marge d'erreur et le fait de tests osseux ne peut servir à seul définir la minorité. Concernant la présomption de majorité, c'est une présomption simple qui peut être renversée. Le Conseil s'y est montré d'ailleurs défavorable pour la seule raison qu'il ne s'agissait pas de la volonté du législateur et qu'il ne souhaitait pas que les pratiques contraires à la loi se diffusent. C'est uniquement cette raison. Et concernant le risque médical, je pense qu'il faut rester raisonnable. Si la question peut effectivement se poser pour les jeunes filles, n'oublions pas et rappelons que 95% des mineurs non accompagnés sont des garçons et des hommes. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Eliaou. Oui, Madame la Présidente, merci. Madame la rapporteure, oui, moi je serais favorable à l'amendement de Madame Baghari pour plusieurs raisons. Tout d'abord, effectivement, les objectifs, nous les connaissons. Nous sommes d'accord là-dessus. Il faut protéger les mineurs, empêcher les majeurs de se faire passer pour des mineurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour ce qui concerne le groupe La République En Marche, nous sommes préoccupés par l'utilisation d'un outil. C'est l'outil âge osseux. De plus, dans le texte que vous proposez, il y a l'alinéa 2 de l'article 388 satisfait déjà l'alinéa 3 de votre proposition. Mais je vais revenir sur les tests osseux. C'est très rapide. On ne peut pas utiliser un test osseux en se mettant en dehors de la marge d'erreur. C'est méthodologiquement impossible. C'est-à-dire que si on prend un test, quel qu'il soit, qui a 2 ans de marge d'erreur ou 18 mois de marge d'erreur, en plus ou en moins d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'à partir de 2 ans, à partir de 18 mois, ce test est fiable. Ça, c'est pas possible. L'autre point, méthodologiquement, scientifiquement, si je peux dire. L'autre point que vous soulevez est de dire, bon, écoutez, d'accord, ça a été fait avec des abacs à partir de majeurs américains. On ne peut pas comparer avec ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas un problème de différence ethnique, c'est un problème nutritionnel, par exemple. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état nutritionnel des individus qui se présentent, et en général, ils ne sont pas bien nourris, parce qu'ils ont un parcours totalement fracassé depuis leur départ de leur pays d'origine, eh bien, on ne peut pas comparer quelque chose qui n'est pas comparable. Vous dites qu'il faudra refaire les référentiels tous les 7 ans ou tous les 5 ans. C'est quelque chose qui n'est pas faisable et on ne peut pas l'inscrire dans la loi. En pratique, on ne peut pas refaire un référentiel tous les 5 ans. À partir de quelle population? Comment on fait les études cliniques? Enfin voilà, il y a tout un tas de problèmes méthodologiques qui se posent à votre proposition qui font qu'elle n'est pas fonctionnelle. Et c'est pour cela que je voterai favorablement à l'amendement de Mme Baghari avec le groupe La République En Marche. Je vous remercie. Madame Firmin Le Bodo. Merci. Le groupe Agir Ensemble votera également cet amendement de suppression.
pour les mêmes raisons, pour la même raison que notre collègue Eliaou, mais aussi pour une autre que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Nous ne sommes pas d'accord, Madame Thiel, sur l'inconstitutionnalité. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'inconstitutionnalité. Il faut vraiment le dire. Donc moi, voter quelque chose qui a un danger d'inconstitutionnalité qu'on mesure me gêne. Et puis, nous sommes tous d'accord ici que l'enjeu aussi, c'est de bien protéger et continuer à bien protéger les mineurs non accompagnés, et que ce sujet mérite, à mon sens, une loi qui soit plus globale et qui n'entre pas par le prisme uniquement que vous abordez dans votre texte de loi. Donc c'est la raison pour laquelle je voterai l'amendement de suppression de Madame Bagary. Je vous remercie, Madame Bagary, puis Madame Ménard. Oui, une autre... Pardon. Merci, Madame la Présidente. Une autre précision concernant l'utilisation des tests osseux aussi, sachant que dans ce cas de détermination de l'âge, comme ils sont utilisés pour aide à l'évaluation, ils sont complètement détournés de leur fonction originelle, leur finalité médicale originelle, qui était plutôt de suivre l'impact d'une action thérapeutique, souvent démédicamenteuse, sur la croissance d'un enfant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on a bien compris que vous vouliez quand même introduire dans le droit français une présomption de majorité. Et moi, j'allais dire, pourquoi pas plutôt introduire une présomption de minorité, même si cela a été retoqué par le Conseil constitutionnel dernièrement. Et une fois de plus, le problème des mineurs non accompagnés et des majeurs qui se disent mineurs ne se réglera pas par cette proposition de loi, et ça, il faut en être conscient quand même. Et il faut que la France assume pleinement ses responsabilités d'accueil des majeurs d'une part, mais que l'on puisse avoir une réponse certainement nationale à la prise en charge des mineurs et ne pas laisser les conseils départementaux toujours seuls à régler. Et donc, des fois, et souvent, on l'a vu, l'évaluation quand même dépend du département dans lequel vous êtes évalué pour ces enfants. Et ça, c'est pas acceptable du point de vue de l'État. Je vous remercie. Madame Ménard. Oui, merci, Madame la Présidente. Je serai très brève. Moi, évidemment, je voterai contre cet amendement de suppression, parce qu'on est tous d'accord et on l'a tous rappelé, l'objectif, c'est bien de prendre en charge le mieux possible les mineurs non accompagnés, parce qu'il en va ici de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais alors quoi? On fait quoi? Alors certes, cette proposition de loi, c'est évident, elle ne réglera pas tout, mais elle prend à bras-le-corps une partie du problème, et il me semble que c'est important. Au moins, elle a le mérite d'exister et de parler, de mettre cette question des mineurs non accompagnés dans le débat, et de mettre cette question sur la table. Parce que si vous votez cet amendement de suppression, on se dira au revoir et éventuellement on reparlera du problème dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas quand. Et vous faites exactement, si vous faites ça, vous faites exactement comme avec la proposition de loi précédente de mon collègue Brindot. C'est-à-dire, non, on ne veut pas se saisir du problème. Oui, il y a un problème d'individus violents et de black blocs dans les manifestations, mais on ne fait rien, on baisse les bras, parce qu'on estime que votre proposition de loi, elle n'est pas tout à fait adaptée. Et là, oui, il y a un problème de MNA, effectivement, c'est mineurs non accompagnés. On explique juste qu'il y en a 60% qui disent qu'ils sont mineurs et en fait, ils sont majeurs. On explique juste que le nombre de MNA sur le territoire français augmente, explose, et on dit juste, et on explique juste que ces MNA sont victimes de filières de passeurs. Pour la plupart d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux. Mais non, on décide qu'on ne fait rien, et on va dire aujourd'hui aux Français, il y avait peut-être l'occasion de commencer à débattre de ce problème, il y avait peut-être l'occasion de prendre le problème et d'amender cette proposition de loi si elle ne vous plaît pas en l'état. Amendons-la et travaillons-la pour qu'elle soit meilleure, mais au moins commençons à travailler sur le sujet. Vous ne le faites pas, mais tant pis, les Français vous regardent, comme ils regardaient tout à l'heure pour les individus violents dans les manifestations, et je pense que vous n'êtes pas à la hauteur des attentes des Français, en tout cas sur ces sujets majeurs et ces préoccupations majeures de notre société. Je vous remercie. Merci. Madame Jacquier-Laforge. Merci, Madame la Présidente. Je crois effectivement qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui a été évoqué
la semaine dernière par Jean-François Eliaou et M. Savigna. La question, on s'en saisit, puisqu'il y a eu des dispositifs qui ont été votés dans la loi de 2018. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut y apporter de mauvaises solutions. C'est pour ça que le groupe votera cet amendement de suppression. Je voulais aussi insister sur le volet européen, puisqu'on sait, on a parlé de coopération internationale. Aujourd'hui, vous savez, dans certains pays, comme le Royaume-Uni, les tests osseux sont interdits. Et voilà. Donc, il faut à ce moment-là vraiment avoir ce débat. On l'a aujourd'hui. Il faut l'avoir aussi au niveau européen et international, parce que le but, c'est de protéger les enfants, protéger les mineurs et du mieux possible, et non pas trouver des solutions qui ne sont pas adaptées. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la rapporteure, est-ce que vous souhaitez reprendre la parole avant que je mette aux voix ces amendements? Non, je reprends juste la dernière phrase qui disait « c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut y apporter une mauvaise solution ». Et je me dis que c'est pas, si c'est apporter aucune solution, c'est pas mieux. Vous voyez, nous sommes en pleine pandémie. Personne ne peut dire « j'aurais fait mieux, qui aurait fait mieux ». Peut-être c'était une mauvaise solution. Mais est-ce qu'il fallait mieux ne rien faire? Sûrement pas. En tout cas, donc la phrase « c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut apporter une mauvaise solution », je pense que c'est pire si on ne fait rien. Et pour le coup, je me dis que comme il y a eu un rapport fantastique la semaine dernière par nos collègues Savigna et Eliaou, je me dis que c'est vraiment le moment d'amender et de travailler et d'apporter des modifications, parce que je pense que tous ici, on est d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème au niveau des départements, au niveau des majeurs et mineurs mélangés, au niveau tout simplement qu'il y a une fraude en France, et je pense qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Donc, je porterai des amendements de modification. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement de Madame Megari, le numéro 11, qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et donc il supprime l'article 1er. Nous en arrivons après à un article additionnel après l'article 1er. Madame la rapporteure pour un amendement numéro 26. Merci. Ce présent amendement propose, dans le cadre d'une procédure civile ou pénale, en alternative ou en complément de l'examen radiologique, de permettre au juge de consulter les informations contenues dans le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité, l'AEM, et d'interroger d'autres pays afin de savoir si la personne a déjà déclaré une date de naissance ou a été évaluée dans un autre État. Ces informations sont aujourd'hui insuffisamment exploitées, alors que la coopération internationale est une voie efficace pour améliorer la lutte contre les faux mineurs non accompagnés. Cet amendement fait référence au nouvel article L142-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contiendra à partir de 2021 les dispositions de l'ancien article L611-6-1 relative au fichier AEM. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Monsieur Eliaou. Oui, Madame, merci, Madame la Présidente. Merci. Madame la rapporteure, je pense que cet amendement est satisfait par l'article R221-15-3-1 sur l'ensemble des personnes qui peuvent accéder à ce fichier AEM. Et il y a notamment toutes les personnes toutes les parties prenantes, que vous avez citées. La question qui se pose, c'est de la validité, de l'utilité et de l'efficacité de ce fichier AEM, bien entendu. Et c'est vrai qu'avec mon collègue Savigna, nous portons justement une proposition qui est de renforcer l'utilité avec rendant obligatoire un certain nombre d'éléments. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ce fichier AEM pourra être utilisé avec beaucoup d'efficacité, notamment par les personnes que vous avez citées, enfin les parties prenantes, que vous avez citées. Donc, moi, je donnerai un avis défavorable parce que ça existe déjà et le problème n'est pas, encore une fois, la consultation, mais la qualité du fichier AEM. Je vous remercie. Monsieur Ciotti. Oui, moi je trouve cet amendement extrêmement pertinent et au-delà, je n'ai pas eu l'occasion d'intervenir tout à l'heure. Je pense que l'abrogation de l'article 1er de cette PPL est une erreur parce que
une nouvelle fois, on va passer à côté d'une solution qui est sans doute que partielle, comme l'a dit Antoine Savignac, qui peut poser des problèmes constitutionnels, mais je crois que c'est une grande lâcheté de la part du gouvernement et de la majorité qui le soutient de refuser de s'attaquer à ce problème. Je suis élu départemental et j'ai présidé pendant près de 10 ans le Conseil général et départemental des Alpes-Maritimes. Nous sommes un département frontalier, confronté à la présence extrêmement importante des mineurs non accompagnés. Nous avons aujourd'hui près de 500 mineurs non accompagnés dans nos structures d'accueil. Nous connaissons des phénomènes fréquents de violence. Il y a une fraude manifeste, tous les policiers le soulignent, à l'identité, et elle n'est pas combattue avec la vigilance et la détermination nécessaires. Donc aujourd'hui, la minorité devient un vecteur de fraude à l'entrée sur le séjour sur le territoire national. Alors on peut, et je salue les dispositions et les propositions qui étaient contenues dans le rapport de nos collègues Savignac et Eliaou, mais maintenant il faut passer à l'action, il faut passer aux actes, et cette proposition de loi en apportait un élément. J'avais d'ailleurs défendu un texte, déposé un texte dans l'esprit identique. C'est vrai qu'il faut renverser la charge de la preuve. Donc je regrette que la majorité, une fois de plus, refuse de s'attaquer à un vrai problème. On ne résoudra pas les problèmes que par des discours. Mes chers collègues, à un moment, il faut passer aux actes. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Merci. Deux problèmes se posent concernant ces fichiers AEM. D'abord, ils ne sont pas remplis par tous les départements. Seuls les procureurs y ont accès et pas les juges pour enfants. Et puis, ils sont utilisés au civil, ils ne sont pas utilisés au pénal. Et voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement de Madame la rapporteure, le numéro 26, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant, Madame la rapporteure, le 24. Merci Madame la Présidente. Cet argument renforce l'utilisation du fichier d'appui à l'évaluation, comme nous venons de le voir, l'AEM. Le décret du 30 janvier 2019 qui encadre son utilisation prévoit que les départements peuvent y avoir accès et que ce fichier peut contenir le résultat des évaluations. Et l'objet de cet amendement est de rendre systématique la transmission des informations aux départements lorsqu'un MNA leur est confié, afin qu'ils puissent savoir s'il a déjà été évalué. Il prévoit également la transmission systématique des évaluations vers le fichier, car certains départements continuent de refuser à alimenter ce fichier, ce qui a des conditions néfastes sur tous les autres. Il s'agissait de la recommandation numéro 2 du rapport sur les mineurs non accompagnés, présenté la semaine dernière. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Donc, je mets aux voix cet amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Le suivant, Madame la rapporteure, le numéro 25. Celui-ci, merci Madame la Présidente, celui-ci vise à permettre au juge de pouvoir réévaluer un mineur lorsqu'un doute persiste. Elle autorise à interroger le fichier AEM. Le décret de 2019 ne donne cette possibilité qu'au procureur de la République et l'encourage à interroger d'autres pays en s'appuyant sur les données contenues dans le fichier. Et en effet, s'il dispose des empreintes et photographies, il pourra interroger les pays d'origine supposés, les pays de passage. Certains pays, comme l'Espagne, acceptent notamment de transmettre des informations concernant les majeurs qui se sont présentés comme MNA sur son territoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix votre amendement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Madame Ménard, pour la présentation de l'amendement numéro 15. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un amendement que je serai obligée de redéposer en séance parce qu'en fait, j'ai fait, je crois, une erreur sur l'article qui est visé puisqu'il a été modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2020. Toujours est-il que je proposais de modifier effectivement un certain nombre de conditions pour la mise en œuvre du traitement automatisé des données à caractère personnel qui sont collectées au cours de l'accueil et de la prise en charge des MNA. Et puis, je voulais profiter pour revenir sur la question du fichier qui effectivement du fichier qui effectivement aurait
grand avantage à pouvoir être généralisé à l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, on le sait, certains départements refusent d'y avoir recours pour des problèmes, essentiellement des problèmes politiques. Certains expliquent qu'ils refusent de ficher les mineurs. Mais on l'a vu en introduction, il ne s'agit pas forcément d'abord toujours de mineurs. Et puis surtout, quand l'expérimentation est généralisée, on voit ce que ça peut apporter comme aspect positif. Monsieur Eliaou, vous ne me contredirez sûrement pas là-dessus, puisque effectivement dans l'Hérault, on vient de le faire. Et en discutant avec le préfet, on s'aperçoit que sur 10 mineurs qui se présentent au service d'aide à l'enfance du département, quand on leur demande d'aller à la préfecture pour vérifier effectivement si les informations données au département coïncident avec celles qui sont dans le fichier détenu à la préfecture, il y en a 8 sur 10 qui ne se présentent pas et qui partent dans la nature parce qu'effectivement, ils ne sont pas mineurs. Et 8 sur 10, c'est des chiffres et une proportion, évidemment, qui ne peut pas laisser... il y en aurait 1 sur 100. On se dirait, bon, c'est pas grave, c'est la marge d'erreur. Mais 8 sur 10, c'est énorme. Et donc, ça prouve l'utilité, en fait, de ces fichiers et l'utilité, comme le propose d'ailleurs le rapport Savigna-Eliaou, de le généraliser et éventuellement de le rendre obligatoire à l'échelon national. Et je voulais attirer votre attention sur ce point. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, votre avis? Alors, merci, Madame Ménard. Votre amendement souhaiterait introduire un article L611-6-1 du CESEDA visant à autoriser le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité. Or, cet article ne sera abrogé qu'à compter du 1er mai 2021. Au 1er mai, il ne disparaîtra pas, mais il sera transféré à l'article L142-3 du nouveau CESEDA. Si cet amendement venait à être adopté, il apparaîtrait à 2 endroits dans le texte. Outre cette difficulté d'ordre logistique, je ne vois pas l'apport de cette rédaction de l'article. Et en effet, le fichier AEM, tel qu'il existe actuellement, contient les informations que vous mentionnez, empreintes, photographies, résultats de l'évaluation. Je comprends donc que vous ayez pu vous inquiéter de la disparition de l'article, mais je ne vois pas l'objectif d'une telle réécriture qui serait redondante. C'est donc un avis défavorable. Il est retiré, très bien. Donc le 15 est retiré. Le 13, c'est un amendement de M. Boucard. J'ai considéré qu'il est défendu. Madame la rapporteure? Il est défendu. C'était un avis défavorable. Défavorable, donc je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. À l'article 2, c'était le gage qui est pour, qui est contre. Il est donc supprimé. Et l'article relatif au titre n'a pas vocation à être examinée puisque nous n'avons pas examiné d'article dans cette proposition de loi. Donc l'ensemble de votre proposition a été rejetée, Madame Thiel. Donc elle sera examinée telle qu'elle dans l'hémicycle le 25 mars.